Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo de correction du chapitre sur ce qu'on appelle la mécanique céleste ou mécanique de Kepler, donc qui fait suite au chapitre sur la mécanique de Newton, mais où on va appliquer les lois de Newton, ou la deuxième loi en particulier, mais pour expliquer le mouvement des astres, donc par exemple le mouvement d'une planète du système solaire autour du Soleil ou le mouvement d'un satellite autour de la Terre ou d'une autre planète. Donc vous aviez une petite vidéo de rappel sur la force d'interaction gravitationnelle que vous avez vue en seconde et en première normalement, et un petit QCM diagnostic. Alors on commence avec justement les lois qui gouvernent le mouvement des astres, en particulier la loi de gravitation universelle de Newton. Donc un petit texte de Richard Feynman qui était un physicien américain très important au XXe siècle, qui a de nombreuses fois essayé de vulgariser les choses en mécanique en particulier. Donc bon, je ne reviens pas sur ce texte. On y va sur ce que je vous demandais, c'était des petits rappels de première, très importants pour ce qui nous concerne dans ce chapitre. Alors d'abord, rappelez l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle, attention uniquement sa valeur, qu'exerce un objet ponctuel A de masse MA sur un objet ponctuel B de masse MB. Donc on va considérer des objets ponctuels. Donc ça peut être par exemple une planète, mais on va dire que cette planète est à répartition sphérique de masse. Ça veut dire qu'on peut considérer que le centre de cette planète regroupe toute la masse de la planète et donc considérer uniquement un point. Ces deux objets ponctuels sont séparés par une distance AB. D'accord ? Donc on vous demande de rappeler la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Alors, c'est quoi cette valeur ? Déjà, c'est la force exercée par A sur B. Donc, on va représenter par F, grand F, de A exercée par A sur l'objet B. Puisque c'est une valeur, on ne met pas la flèche, ce n'est pas un vecteur, c'est uniquement sa valeur. À quoi est-elle égale ? Je vous rappelle que c'est égal à la constante de gravitation universelle fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance entre les deux au carré. Donc ici, c'est AB au carré. Donc voilà l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Il se trouve que c'est une interaction, donc la valeur de la force exercée par A sur B est également égale à la valeur de la force exercée par B sur A. D'accord ? Ensuite, deuxième question. Schématiser la situation et faire figurer cette fois-ci les forces d'interaction gravitationnelle, donc représentées par des vecteurs, grand F de A sur B et grand F de B sur A, et représenter également un vecteur unitaire noté UAB, dirigé de A vers B. Donc on vous donne sa direction et son sens. La direction, ce sera celle de la droite AB et son sens de A vers B. Alors, on y va pour le schéma. Alors on a ici donc deux objets. Un objet ponctuel grand A, d'accord, de masse MA, et un objet grand B de masse MB, d'accord. Donc désolé pour le dessin évidemment. Donc voilà, les deux objets sont séparés par une distance AB. Vous la verrez parfois écrite petit d ou petit d de AB, d'accord, parfois. Vous pourrez voir ça, ou même carrément petit d, d'accord, ou d'autres notations, ça dépend de ce que vous avez. Alors, on nous demande de représenter les forces qui s'exercent exercées par A sur B et par B sur A. Alors, on va commencer par la force exercée par A sur B. Alors, cette force s'exerce sur B, donc va s'appliquer au point B. Et que fait cette force ? Que fait A sur B ? A attire B, c'est une force d'interaction gravitationnelle. Donc B va être attiré vers A. Donc direction la droite AB, le sens de B vers A. Donc ce sera ça la force exercée par A sur B. Donc les forces d'interaction gravitationnelle, ce sont des forces attractives entre deux objets qui ont une masse. Donc A et B s'attirent. Ensuite, la force exercée par B sur A. Comme elle est exercée par B sur A, elle s'applique au point A. Et que fait B sur A ? B attire A. D'accord ? Donc la direction de la force, c'est la droite AB et le sens, cette fois-ci, vers B. Donc F de B sur A.
Ici, il n'y a pas d'échelle, mais évidemment, les deux vecteurs devront être représentés par la même norme, parce que f de a sur b est égal à f de b sur a en valeur. Donc attention aux flèches, hein, évidemment, à la règle, etc., etc. Ensuite, dernière chose qu'on nous demande sur ce schéma, c'est de représenter le vecteur unitaire. Donc le vecteur unitaire qu'on appelle UAB, donc il est dirigé suivant la droite AB et de A vers B. Donc on peut le représenter, c'est un vecteur unitaire, donc il n'y a pas de point d'application, hein, ce n'est pas une force, mais je peux le représenter ici et il sera dirigé de A vers B ici, suivant la direction de la droite AB. Alors, on continue. Dernière question là-dessus, pour les petits rappels. Établir alors l'expression vectorielle de la force F de A sur B. Et oui, on a l'expression de sa valeur, mais on n'a pas l'expression vectorielle. Qui dit expression vectorielle dit relation entre deux vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous? On veut l'expression vectorielle de F de A sur B. Bah, regardez, F de A sur B, c'est ici. D'accord? Quelle est la direction de F de A sur B? Donc, je vais l'écrire, F de A sur B. Sa direction, c'est celle de la droite AB. D'accord? Le sens, bah, c'est de B vers A. D'accord? De B vers A. Bah, que remarquez-vous du coup? Vous remarquez que le vecteur F de A sur B a la même direction que le vecteur UAB, le vecteur unitaire. Par contre, ils ont un sens opposé. Donc, ça veut dire que F de A sur B, ça va être égal à sa valeur fois le vecteur UAB, mais avec un signe moins. Pourquoi? Parce que F de A sur B a la même direction que UAB, mais le sens est opposé, d'où le signe moins. D'accord? Qu'en est-il de la valeur de cette force, F de A sur B? Ben, on l'a écrite ici, c'est grand G, MA fois MB sur la distance entre les deux au carré. Donc voici l'expression vectorielle de la force exercée par A sur B, donc ce vecteur-là. On ne nous l'avait pas demandé, mais si on vous demandait cette fois-ci l'expression vectorielle de la force exercée par B sur A, donc c'est ce vecteur-là, bah vous voyez que F de B sur A a même direction et même sens que UAB, donc on va avoir la valeur fois le vecteur UAB. Et c'est quoi la valeur de F de B sur A? Bah, c'est la même que la valeur de F de A sur B. Donc ce serait grand G, MA, MB sur AB au carré. Voilà. Donc ça, c'était pas demandé, hein, mais voilà ce que ça aurait été, l'expression vectorielle de F de B sur A. Donc vous devez être capable de donner la valeur d'une force d'interaction gravitationnelle, représenter ces forces d'interaction gravitationnelle entre deux objets massiques sur un schéma, comme il faut, et ensuite donner les expressions vectorielles de ces forces. Donc évidemment, pour donner les expressions vectorielles, il vous faut l'aide d'un petit vecteur unitaire, qui vous sera en général donné, mais sinon vous pouvez le donner vous-même, hein. Alors ensuite, on continue avec les lois de Kepler. Alors les lois de Kepler au nombre de 3 également, hein, comme les lois de Newton, qui régissent les mouvements des astres, justement, qui nous donnent des informations. Alors en fait, c'est un élève de Kepler qui s'appelait Tycho Brahe, qui a fait beaucoup d'observations astronomiques. Et de ces observations astronomiques, Johannes Kepler en a déduit 3 lois très célèbres. Alors, dans la petite vidéo que vous avez ici, qui est très intéressante, vous avez ces 3 lois de Kepler qui sont expliquées et la limite de ces lois également est expliquée, puisque ce ne sont que des approximations qui fonctionnent, mais pas toujours, donc comme les lois de Newton d'ailleurs. Donc, la première loi de Kepler, c'est ce qu'on appelle la loi des orbites. Donc ça nous explique que la trajectoire des planètes autour de l'astre central, par exemple autour du Soleil ici, mais ça peut être le cas de la trajectoire d'un satellite autour de sa planète ou la trajectoire d'une comète, d'accord, autour d'une étoile, c'est une ellipse. Alors une ellipse, tout ce qui est marqué là, vous n'avez pas à le savoir par cœur, bien sûr, vous n'avez pas fait les ellipses en mathématiques, mais une ellipse, ça ressemble à un ballon de rugby, plus ou moins aplati. D'accord? Et c'est une ellipse où ce qu'on appelle l'un des foyers de l'ellipse, une ellipse a 2 foyers, donc F ici et F', un des 2 foyers c'est le Soleil, par exemple pour une planète autour du Soleil. On définit ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse, donc ici
AA', on appelle grand axe, c'est 2 fois petit a, et petit a, c'est le demi-grand axe. Et on définit le petit axe, ici, 2 fois petit b étant le demi-grand axe. Bon. On définit ce qu'on appelle l'excentricité de l'ellipse. Alors, sa définition est là, mais ça veut dire quoi l'excentricité de l'ellipse? Ça vous indique si l'ellipse est très aplatie ou pas. Il se trouve que quand l'excentricité peut être, vous pouvez imaginer la distance OF qui représenterait l'excentricité. Plus cette distance OF est grande, plus l'ellipse est aplatie. Et moins cette distance, imaginez rapprocher le foyer de l'ellipse, si le foyer de l'ellipse est confondu avec le point O, donc ça veut dire que les deux foyers de l'ellipse vont être confondus avec le point O, je vous ramène à la vidéo, on aura un cercle. D'accord? Donc un cercle n'est ni plus ni moins qu'une ellipse, en fait, particulière. Si cette excentricité est nulle, on a affaire à un cercle, d'accord? Et les deux foyers sont confondus avec le centre. Et plus l'excentricité est grande, plus on a une vraie ellipse. Alors dans le cas d'une comète, par exemple, on a des orbites qui sont très aplaties, donc des vraies ellipses. Dans le cas des planètes du système solaire, on a des cercles. On peut approximer à des cercles très facilement. Regardez par exemple l'excentricité pour les planètes du système solaire. On a pour Neptune 0,008, alors c'est très proche de 0, donc vraiment un cercle. Uranus 0,05 si j'arrondis, Saturne 0,05, Jupiter 0,05, Mars 0,09, donc là ce serait un peu moins, mais quand même on est à 0 si on arrondit. Pour la Terre 0,02, donc très proche d'un cercle, et Vénus, alors là, 0,007, donc très proche d'un cercle. La seule qui est un peu à une excentricité qui n'est pas tout à fait nulle, c'est Mercure, donc dont la trajectoire ne serait pas tout à fait un cercle. Mais bon, on est quand même à 0, quelque chose à chaque fois, donc on peut approximer en première approximation que les trajectoires des planètes du système solaire sont bien des ellipses. Donc ça, c'est la première loi de Kepler. La trajectoire des planètes du système solaire autour du Soleil sont des ellipses dont le Soleil est un des foyers. Nous, on approximera à des trajectoires circulaires. Deuxième loi de Kepler, donc c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Alors la loi des airs, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand vous avez une planète du système solaire qui tourne autour du Soleil, donc le Soleil est ici, cette planète balaie des aires égales, donc vous voyez la première aire ici, la deuxième aire ici, balaie des aires égales pendant des durées égales. Donc ça veut dire que par exemple l'aire A1 là est balayée pendant une durée delta t, et l'aire A2 est l'aire balayée pendant la même durée delta t. D'accord? Kepler nous dit que ces aires sont égales sur l'ellipse. Ok? Alors ça, qu'est-ce que ça implique? Forcément, si A1 égale A2, vous voyez que ici on est plus près du Soleil. Vous voyez que la distance parcourue sur la trajectoire, L1, est plus grande que ici, où là on est plus loin du Soleil. Donc si L1 du coup est supérieur à L2. Comme on sait que la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps. Le temps, c'est delta t. Donc ici, on aura une vitesse qui sera égale à L1 sur delta t. D'accord? Donc ici, hop, la vitesse sera L1 sur delta t. Ici, la vitesse sera L2 sur delta t. D'accord? Vu que L1 est supérieur à L2, mais que delta t, c'est le même, puisque ce sont des durées égales, donc ça sous-entend que V, alors je vais l'appeler V1, et ici je vais l'appeler V2, ça veut dire que V1 est supérieur à V2. Et donc la deuxième loi de Kepler, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand la planète est plus près du Soleil, elle va plus vite. D'accord? Donc si on a une trajectoire elliptique, la planète n'a pas la même vitesse partout sur sa trajectoire, elle se déplace plus vite lorsqu'elles sont plus proches du Soleil. Donc regardez la vidéo. Donc deux mots importants. Le point A ici, c'est ce qu'on appelle la périhélie. C'est le point de l'orbite où la planète est la plus proche du Soleil. Et le point A', c'est ce qu'on appelle l'aphélie. C'est le point le plus loin où la planète se trouve du Soleil. D'accord? Et il se trouve que la vitesse est la plus grande au niveau de la périhélie et la moins grande au niveau de l'aphélie. Dans la vidéo, c'est bien montré avec la comète en particulier, qui accélère beaucoup quand elle se rapproche du Soleil. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième loi de Kepler. Alors, je vais tout de suite vous montrer, c'était pas à ce moment-là, mais je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on a un cercle.
Bah, quand on a un cercle, d'accord, ce qui est le cas des planètes, des trajectoires des planètes du système solaire autour du Soleil, bah, on a L1 égale L2. Donc du coup, puisqu'on a les mêmes rayons, d'accord, je vais vous montrer tout de suite, et bien dans ce cas-là, on aura V1 égale V2. Donc je vous montre, voilà ce que vous avez hein, quand on a un cercle, donc on a une excentricité. Alors regardez, si on a une vraie ellipse, donc voilà, donc par exemple ici, et que je regarde les airs, bah là vous voyez que la planète, attention, va plus vite quand elle est plus proche du Soleil. Hop, après, elle ralentit, elle accélère, etc. Et on voit que la distance ici, là, là et là, ne sont pas les mêmes. D'accord? Maintenant, si je prends une excentricité nulle, c'est-à-dire que j'ai un cercle, qui est le cas pour les planètes du système solaire, bah regardez les airs balayés, bah vous voyez que les distances parcourues sont tout le temps les mêmes. D'accord? Et la vitesse bah, est tout le temps la même. Là, les foyers sont confondus avec le Soleil. Donc, dans le cas d'un mouvement circulaire, bah, il sera forcément, d'après la deuxième loi de Kepler, uniforme. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le cas d'un mouvement circulaire, on aura forcément un mouvement circulaire uniforme. Voilà, à retenir pour les mouvements qui seront circulaires. La troisième loi de Kepler, qu'on appelle la loi des périodes. Alors, c'est quoi la période? Bah, c'est la période de révolution d'une planète sur sa trajectoire autour du Soleil. C'est la durée que va mettre la planète pour faire un tour autour du Soleil. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit Kepler? Il nous dit que la période au carré divisée par le demi-grand axe au cube, c'est une constante. Donc, en gros, il nous dit que t carré égale une constante que je peux appeler k fois a au cube. Donc, il nous dit que t carré est proportionnel au cube de la longueur du demi-grand axe. D'accord? Donc ça, c'est toujours dans le cas d'une ellipse. Alors, je vous demandais de vérifier la loi des périodes, donc la troisième loi de Kepler, à partir de 4 planètes, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. Je vous donnais la période, attention, fois 10 puissance 7 secondes, le demi-grand axe fois 10 puissance 8 km, et je vous demandais de calculer t carré sur a au cube, attention, en secondes carrées par mètre au cube. Donc, il fallait, attention, transformer les kilomètres en mètres. Or, 1 km, c'est 1000 mètres, soit 10 puissance 3. Donc ici, il fallait multiplier par 10 puissance 3 pour avoir des mètres. Donc, si vous faites ici, pour calculer t carré, vous faites 1,94 fois 10 puissance 7 secondes au carré. On divise par a au cube, c'est-à-dire 1,08 fois 10 puissance 8, 9, 10, 11 au cube, d'accord? Et vous trouvez la valeur de t carré sur a au cube en secondes carrées par mètre au cube. Vous faites la même chose pour toutes les planètes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve que le rapport, dans tous les cas, on est à 2,99 10 moins 19, 2,96 10 moins 19, 2,98 10 moins 19, 2,97 10 moins 19. Je peux tout arrondir à 3 10 moins 19. Donc, on trouve bien une constante, d'accord? Une constante K qui serait égale à 3 10 puissance moins 19 secondes carrées par mètre au cube dans le cas des planètes du système solaire. Donc si on avait pris toutes les planètes, hein, on aurait trouvé la même chose. Donc la troisième loi de Kepler est ainsi vérifiée. Alors, au niveau des petites remarques donc, sur ces 3 lois de Kepler, nous, on va approximer le fait que la trajectoire des planètes du système solaire ne sont pas des ellipses, mais des ellipses particulières, des cercles. Donc on va assimiler ces ellipses à ces cercles. Dans ce cas-là, combien vaut le demi-grand axe? Bah, si on a affaire à des cercles, donc si on a un cercle maintenant, bah, le soleil il est là, donc le foyer il est là, bah, c'est quoi le demi-grand axe? C'est ça. Et c'est quoi pour un cercle? Bah, c'est son rayon. Donc A, dans ce cas-là, serait égal au rayon du cercle. Et donc, la troisième loi de Kepler, ça ne serait plus t carré sur a au cube égale constante, mais t carré sur r au cube égale constante. D'accord?
Alors, deuxième chose, les lois de Kepler s'appliquent aussi aux satellites, hein, pas uniquement aux planètes du système solaire, que ce soit des satellites artificiels ou naturels. Dans ce cas, attention, qui devient l'un des foyers de l'ellipse? Bah, c'est la planète, d'accord? C'est la planète qui devient l'un des foyers de l'ellipse et les satellites tournent autour de cette planète. Dernière remarque, si la trajectoire du centre d'une planète est circulaire, donc ce sera le cas de notre approximation, alors, on l'a montré tout à l'heure, la valeur de la vitesse est constante. Donc ça veut dire qu'on aura un mouvement, dans ce cas-là, circulaire, uniforme. Donc c'est pour ça qu'on vous avait appris depuis longtemps hein, que les mouvements des planètes du système solaire autour du Soleil sont des mouvements considérés comme circulaires uniformes. Alors la vérité, c'est que ce sont des mouvements elliptiques, mais qu'on peut approximer à des mouvements circulaires uniformes sans souci. Alors on continue avec on va prendre des applications et surtout on va remontrer la troisième loi de Kepler, vous allez voir, en utilisant les lois de Newton, la deuxième loi de Newton en particulier, et on va s'intéresser à la période d'une planète, à sa vitesse, à son accélération, dans le cas d'une planète autour du Soleil ou dans le cas d'un satellite autour de sa planète. Alors on commence avec une première activité, donc un premier exercice, peser le Soleil. Alors ça veut dire quoi? On va essayer de trouver la masse du Soleil tout simplement. Donc grâce à ces trois lois du mouvement et à sa loi de la gravitation universelle, Newton a réussi à expliquer théoriquement les lois de Kepler. Donc c'est-à-dire qu'on va les retrouver. Enfin surtout, je vous dis la troisième. Et c'est grâce à ça que ça l'a rendu célèbre hein, de prouver théoriquement les lois qui étaient empiriques, donc qui venaient de l'expérience de Kepler. Donc on va refaire sa démonstration pour une planète de centre P, donc on va l'appeler P, qui tourne autour du Soleil, donc qui est soumise à une force d'attraction gravitationnelle de la part du Soleil, dont la masse sera notée ms. La planète P se trouve à une distance qu'on va noter grand R, donc pour rayon du centre du Soleil, et son vecteur vitesse sera noté Vp. On suppose que cette planète, donc c'est une approximation, n'est soumise qu'à l'action du Soleil, donc il n'y aura que la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. On note, alors on nous le donne, hein, un petit vecteur unitaire dirigé de S vers P, c'est pour ça qu'il s'appelle USP. Donc voilà ce petit vecteur unitaire. Alors on y va. D'abord, on vous demande de schématiser la situation, de représenter la force exercée par le Soleil sur la planète. Alors, on y va. On va déjà représenter la planète. Donc là, voilà. Le centre du cercle, alors vous prenez un compas, hein, c'est le Soleil. Le Soleil, représenté ici par un point, évidemment, hein, son centre aura comme masse ms. Et la planète, on va lui donner comme masse, comme notation, petit m, p. Alors, S et P sont séparés par une distance qu'on appelle grand R. Donc, hop, évidemment, tout ça, ça se fait à la règle. Voilà. Et on nous demande de représenter... Ah oui, on a aussi le petit vecteur unitaire SP qu'on nous donne. D'accord? Dirigé de S vers P. Alors, au niveau des forces, donc on nous demande, attention, de représenter la force exercée par le Soleil sur la planète. Donc uniquement une des deux forces de l'interaction. Donc c'est la force exercée par le Soleil sur la planète. D'accord? Donc elle va s'exercer, elle va s'appliquer au niveau de la planète. Que fait le Soleil sur cette planète? Le Soleil attire la planète suivant la direction SP. Donc désolé, c'est pas terrible, hein. Voilà. Et dans quel sens? P est attiré vers le Soleil, donc de P vers S. Ça, c'est la force exercée par le Soleil sur la planète. Évidemment, on n'a pas d'échelle ici, donc on représente, sans souci d'échelle, la force comme ceci. Donc voilà ce qu'on a pour le schéma de la situation entre la planète et le Soleil. Alors, on y va. Définir le système étudié. Donc, le système d'études, on fait comme d'habitude, hein, le système, le référentiel et le bilan des forces extérieures. Alors, le système, c'est notre planète P, de masse MP. D'accord. Le référentiel, alors attention ici, la planète tourne autour du Soleil, donc ce sera un référentiel, le référentiel dit
héliocentrique qui est évidemment galiléen. Donc on va pouvoir appliquer les lois de Newton tranquille. Ensuite, la somme des forces extérieures, enfin le bilan des forces. Il n'y a que la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Ok ? Alors, on peut le faire ici, on peut le faire quand on veut, mais on va le faire ici. On va exprimer la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure dans les rappels. Cette force a la même direction SP1 que le vecteur unitaire, mais a un sens opposé à celui du vecteur unitaire. Donc, cette force va s'exprimer avec moins USP. D'accord? Et quelle est la valeur de cette force exercée par le Soleil sur la planète? C'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la planète fois la masse du Soleil divisé par la distance entre les deux au carré, c'est-à-dire R ici. Donc R au carré. Donc la force exercée par le Soleil sur la planète s'écrit moins G MP fois la masse du Soleil grand MS sur la distance entre les deux au carré fois le vecteur unitaire USP. D'accord, ça va forcément nous servir. Alors, on nous demande, comme d'habitude, écrire la seconde loi de Newton, d'accord, en déduire l'expression du vecteur accélération de la planète, attention, en fonction de grand G, donc constante de gravitation universelle, MS, R et USP. Ok? Donc, on y va. Et ensuite, on essaiera de voir ce qu'on a pour la direction et le sens de cette accélération de la planète. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième loi de Newton? D'après la deuxième loi de Newton, alors elle nous dit quoi? Elle nous dit que la somme des forces extérieures égale la masse du système, donc ici la masse de la planète, fois l'accélération du système, donc ici AP. Ici, ça va nous donner quoi? La seule force qui s'exerce, c'est la force exercée par le Soleil sur la planète, qui sera donc égale à la masse de la planète fois son vecteur accélération. Je remplace la force exercée par le Soleil sur la planète par son expression qu'on a trouvée tout à l'heure, moins grand G fois la masse de la planète fois la masse du Soleil sur la distance entre les deux au carré fois le vecteur unitaire USP. Attention, il faut forcément une relation vectorielle ici, un vecteur et de l'autre côté un autre vecteur. Donc c'est égal à la masse de la planète fois le vecteur accélération. Qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que la masse de la planète se retrouve des deux côtés, d'accord, MP, MP. Donc on va pouvoir simplifier évidemment par la masse de la planète et ça nous donne quoi? Ça nous donne moins grand G fois la masse du Soleil sur R au carré fois USP égale l'accélération de la planète. Donc voilà, on a l'expression de l'accélération de la planète. Est-ce qu'on a bien en fonction de ce qu'on nous demandait? Grand G, oui, la masse du Soleil, le rayon, donc la distance entre le Soleil et la planète, et le petit vecteur unitaire USP. Donc on est bon. Alors on nous demande, que peut-on dire de la direction et du sens du vecteur accélération? On voit que le vecteur accélération s'exprime en fonction du vecteur USP et on voit qu'on a un petit signe moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur accélération AP et le vecteur unitaire USP ont la même direction, d'accord? Mais à cause du signe moins, ils ont des sens opposés. D'accord? Donc ça veut dire que l'accélération, elle va être comment? Si je la représente au point P, elle va être dirigée comme USP, donc suivant la droite SP, mais elle va être dans le sens opposé. Donc comme USP est dirigée de S vers P, AP sera elle dirigée de P vers S. Donc aura la même direction d'ailleurs et le même sens que la force d'interaction gravitationnelle. Qu'en est-il de sa valeur? Sa valeur, donc la valeur de AP, donc sans la flèche, ce sera grand G MS sur R au carré. Puisque le vecteur unitaire n'a pas de norme, d'accord, et le moins USP, ça nous donne le sens. Ça ne nous donne pas, évidemment, on ne peut pas avoir une valeur négative.
Attention. Donc, on nous demande d'utiliser certains termes parmi normal, radial, tangentiel, centrifuge, centripète. Qu'est-ce qu'on voit pour l'accélération? Si je la représente sans souci d'échelle, encore une fois, on va prendre une autre couleur, elle aura, donc je vais la représenter en plus grand, mais ça ne veut rien dire. On aura le vecteur accélération qui est dirigé suivant la direction SP, mais qui est dans le sens opposé à USP, donc qui sera comme ceci. Donc elle est comment l'accélération? Évidemment, ici, elle est suivant le rayon, donc elle est radiale, et elle est dirigée vers le centre du cercle, donc elle est centripète. Donc l'accélération, elle sera radiale et centripète. Donc radial, ça veut dire dirigé suivant le rayon du cercle, et centripète, ça veut dire vers le centre du cercle. On l'a déjà vu ça, hein? D'accord? On continue. Alors, on nous demande de représenter le repère de Freinet. Donc, on va rappeler ce que c'est que le repère de Freinet et décrire les coordonnées de chaque vecteur intervenant dans la seconde loi de Newton dans ce repère. Et ensuite, on vous demande de projeter la loi. On va le faire après, hein, pour montrer trois choses. D'abord que le mouvement est uniforme, qu'ensuite le mouvement est circulaire et qu'ensuite, ensuite pour trouver l'expression de la valeur de la vitesse. Alors déjà, on va représenter le repère de Freinet. Alors je vous rappelle, donc je vais représenter le repère de Freinet en quoi on va le représenter? En orange. Alors le repère de Freinet, c'est quoi? Alors c'est un repère mobile qui est centré sur la planète, d'accord, et qui va être donc centré sur le système, le point représentant le système. Et il possède deux vecteurs unitaires. Donc un premier vecteur unitaire, désolé pour le dessin, voilà, je savais que ça allait poser problème. Waouh, c'est une catastrophe. Parce que j'arrive pas à le représenter correctement. Alors, on va avoir un premier vecteur qui est tangent à la trajectoire, d'accord, dans le sens du mouvement. Donc ce vecteur, on l'appelle UT dans le repère de Freinet. Et un deuxième vecteur qui est perpendiculaire à UT et qui est dirigé vers le centre du cercle. Donc on utilise le repère de Freinet pour les mouvements circulaires. Et ce vecteur, on l'appelle UN. D'accord, pour normal. Donc ça, c'est le repère de Freinet associé à la planète. Quand la planète, donc si je le dessine à un autre endroit, voilà, quand la planète est ici, votre repère de Freinet, il avance avec la planète. Ici, il recule avec la planète. Hop. Voilà. Donc on aura le vecteur UT, donc tangent à la trajectoire, et le vecteur UN, perpendiculaire et dirigé vers le centre du cercle, donc le soleil. Ce vecteur-là, c'est UN. D'accord, le vecteur normal. Donc UT, vecteur tangentiel, tangent plutôt, et UN, vecteur normal. Donc ça, c'est le repère de Freinet. Ok, on peut le représenter, c'est un repère mobile, hein, qui va tourner avec la planète. Ok, on considère que la planète, elle tourne dans ce sens. Alors, on nous demande ensuite, attention, on est là, d'écrire les coordonnées de chaque vecteur intervenant dans la seconde loi de Newton dans ce repère. Alors, on a quoi dans la deuxième loi de Newton? On a le vecteur USP et le vecteur AP, donc le vecteur accélération. D'accord? Ça va être simple parce que regardez USP. Donc USP, c'est le petit vecteur rouge ici. C'est un vecteur unitaire. UN, c'est également un vecteur unitaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que UN, donc le vecteur du repère de Freinet, il a la même direction que USP. Donc jusque-là, pas de souci. Mais il a un sens opposé, donc moins. Et la norme, c'est 1 pour UN et 1 pour USP. Donc on voit que le vecteur UN, c'est moins le vecteur USP. Donc qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Puisque UN égale moins USP, d'accord, ça entraîne que USP égale moins UN. Hein. Bon, c'est pareil, ok.
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir avec notre deuxième loi de Newton? Alors, on regarde. On avait l'accélération, donc AP. Hop. Ça va être quoi? Bah, ça va être moins gms sur r au carré fois moins un. Donc, les deux, le moins usp, bah, c'est un. Donc, on arrive à grand G fois ms sur r au carré fois le vecteur un. Bon, alors tout est logique, hein, puisqu'on voit que l'accélération, elle est représentée en rose, a évidemment même direction et même sens que le vecteur unitaire normal du repère de Freinet. Donc tout est logique. Alors on aurait pu directement utiliser le repère de Freinet, hein, d'accord? Mais là, bon, en général, on nous donne un petit vecteur unitaire comme ça, et ensuite on passe au repère de Freinet. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais on aurait pu directement utiliser le petit vecteur UN. Alors, on nous demande de montrer que le mouvement est uniforme. Alors, pour ça, il faut se souvenir de ce qu'on a vu sur les mouvements circulaires. On a vu que quand le mouvement est circulaire, donc quand on a affaire à un mouvement circulaire, l'accélération peut se décomposer en deux parties. L'accélération, donc ici l'accélération de la planète, ce sera l'accélération dite tangentielle plus l'accélération normale. D'accord ? On a vu que l'accélération tangentielle, c'était la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse fois le vecteur tangentiel du repère de Freinet. Et on a vu que l'accélération normale, c'était la valeur de la vitesse au carré sur le rayon du cercle, donc ici R, fois le vecteur unitaire UN. Donc ça, c'est de manière générale pour un mouvement circulaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici, on a ça. D'accord? Donc, on voit que le vecteur accélération est dirigé suivant UN. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'ici, l'accélération tangentielle, donc cette partie-là, est nulle. On n'a rien suivant UT. D'accord? Donc, égal à vecteur nul. Donc, ça sous-entend que ça, D sur dt, donc la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse fois le vecteur tangent UT, égale vecteur nul. Donc, ça sous-entend que la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse égale 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle, c'est quoi la fonction qui, si je la dérive, donne 0? C'est une constante. Donc, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement est uniforme. Si la valeur de la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Donc, on vient de montrer qu'on a affaire à un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Deuxième part, alors ce sera évidemment beaucoup mieux écrit dans la correction, mais là, l'important, c'est de comprendre comment ça se passe. Montrer ensuite que le mouvement est circulaire. Circulaire, ça veut dire qu'on a un rayon constant. Ce qu'on appelle R est une constante. Alors, comment on fait? Bah, on va se servir toujours de ce qu'on vient de trouver. Donc là, on a utilisé le fait que l'accélération tangentielle était nulle. D'accord? Donc que ça, c'était égal à vecteur nul. On va se servir de la deuxième partie, puisque nous, on sait que l'accélération, bah, elle est dirigée suivant UN. Donc, on sait que c'est Vp carré sur R fois UN. Mais c'est aussi égal à ça, puisque ça, c'est ce qu'on a trouvé grâce à la deuxième loi de Newton. Donc, on va pouvoir écrire. Tac. Donc, on va pouvoir écrire que bah, l'accélération AP, c'est d'une part grand G fois ms sur R, qui est la distance entre la planète et le Soleil, au carré fois UN. Mais c'est aussi égal, d'après ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, à la vitesse du système, donc de la planète au carré, sur la distance, le soi-disant rayon du cercle, R fois UN. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que je peux en déduire? Bah, UN, ça c'est bon. Donc ça veut dire que ce qui est devant, bah, c'est égal. Donc ça veut dire que G fois ms sur R au carré égale la vitesse Vp au carré sur R. Ok? Donc ça veut dire quoi? Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est R. Si je fais passer ici le R de l'autre côté, j'arrive à R fois G fois ms
sur R au carré égale VP au carré. D'accord? Donc là, on simplifie par R. Donc en bas, il n'y a qu'un carré. Donc on arrive à G fois MS sur R égale VP carré. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est pas VP, mais c'est R. Donc je fais passer, alors là, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, je vais le faire. Je fais passer le R de l'autre côté. Ça fait G fois MS égale R fois VP carré. Et donc si je veux R, ça me fait R égale, je fais passer VP carré de l'autre côté, donc je divise par VP carré, j'arrive à ça. Alors, est-ce que mon mouvement est bien circulaire, c'est-à-dire est-ce que R est bien constant? Alors, on tourne un peu en rond parce qu'on a défini l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire, mais on va évidemment le montrer que ça marche bien. Ici, G est une constante, la masse du Soleil est une constante. On vient de montrer que la vitesse était une constante. Donc, on a bien tout ça qui est constant. Donc, ça veut dire que R est bien une constante. Donc, on a bien un mouvement circulaire. D'accord? Donc, on répond à cette question-ci. Ensuite, en déduire l'expression de VP. Bon, là, on l'a. Parce qu'on est là, regardez. On est ici, on a VP carré égale GMS sur R. D'accord? Donc, VP égale, je prends la racine, racine carrée de G fois MS sur R. Et voilà l'expression de VP. Donc ça veut dire que la vitesse de la planète ne dépend pas de la masse de la planète, dépend de la masse de l'astre central, donc le Soleil ici, de la distance, attention la racine elle va jusqu'en bas, la distance entre le Soleil et la planète et la constante de gravitation universelle qui est une constante. Donc voilà pour les trois choses qu'il faut savoir faire. Donc ce qui est très important, c'est de se souvenir de l'expression de l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire pour vous permettre de montrer que le mouvement est uniforme et pour vous permettre aussi de trouver l'expression de la vitesse de la planète. On continue. Remarquez de quelle grandeur dépend cette vitesse et de quelle grandeur elle ne dépend pas. Donc c'est ce que je viens de vous dire, ça dépend de la masse de l'astre central, du Soleil, de la distance entre les deux, mais ça ne dépend pas de la masse de la planète. Donc justifier l'affirmation, sur une même orbite, tous les satellites vont à la même vitesse. Si on considère une planète et les satellites qui tournent autour de cette planète, on aurait la vitesse du satellite. Donc si j'écris pour le satellite, on le remontrera, ce serait la racine de la constante de gravitation universelle fois la masse de la planète, d'accord, sur la distance entre la planète et le satellite. On voit que si on a une même orbite, ça veut dire que le R est constant. On est sur une même orbite, à la même distance. Le grand G, la masse de la planète centrale, c'est les mêmes. Donc du coup, tous les satellites iront à la même vitesse puisque la vitesse ne dépend pas de la masse du satellite, d'accord, ni de la masse de la planète dans le cas d'une planète qui tourne autour du Soleil. Alors, on continue et on termine avec une notion très importante, c'est la période de révolution de la planète autour du Soleil. Qu'est-ce que c'est ? La période de révolution, c'est simplement la durée mise par la planète ou le temps pour décrire complètement un tour. Donc c'est la durée pour faire un tour autour du Soleil. Lors d'un tour complet, si on a un rayon grand R, d'accord ? Tac. La planète parcourt quelle distance ? Si on part de là, on fait un tour, on parcourt le périmètre du cercle. D'accord ? C'est quoi le périmètre du cercle ? C'est 2π fois le rayon. Donc la planète parcourt une distance de 2πr. Donc on nous demande d'exprimer la période de révolution qu'on appelle grand T de la planète en fonction de sa vitesse Vp et de R. Alors la vitesse de la planète c'est facile. C'est quoi ? C'est la distance parcourue sur le temps. C'est quoi la distance parcourue pendant un tour ? On vient de dire que c'était 2π fois R. C'est quoi la durée ? C'est grand T. Donc ce sera 2πr sur grand T. Donc ça nous dit que, je vais passer le T de l'autre côté, Vp fois grand T égale 2πr. Donc on arrive à grand T égale, je divise par Vp, 2πr sur Vp. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on nous demande, grand T en fonction de Vp et de R. Donc la vitesse de la planète Vp.
Je n'ai pas donné évidemment les unités, hein, mais la période s'exprimera en secondes, les distances en mètres, et je vais le rajouter, hein, hop, VP en mètres par seconde, et du coup la période en secondes évidemment. Hein. Alors même si les périodes, on peut les exprimer en minutes, en heures, etc. Dans cette expression, évidemment en secondes si la vitesse est en mètres par seconde. Alors, on nous demande d'en déduire l'expression de t, cette fois-ci en fonction de g, grand G, la constante de gravitation, ms et r. Bah, on a trouvé que la vitesse de la planète, c'était la racine carrée de grand G fois la masse du Soleil, dans le cas d'une planète hein, qui tourne autour du Soleil, divisé par r. Et on sait que t égale, donc vous le retrouvez évidemment ici, hein, t égale 2πr sur vp. 2πr sur Vp. Donc, ça veut dire que la période de révolution, c'est 2πr sur, attention, racine de Gms sur r. Bon, alors on n'aime pas ça. Évidemment, on n'aime pas beaucoup ça, les racines carrées au dénominateur. Donc, quand on a des racines carrées comme ça, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On élève tout au carré pour pouvoir enlever les racines carrées et surtout on voit qu'on a R là va peut-être y avoir quelque chose à faire, donc on élève tout au carré, donc T au carré, ça me fait 2πr au carré, attention, 2 au carré ça fait 4, pi au carré ça fait pi carré, R au carré. Et on divise par ça au carré, donc j'enlève la racine carrée, ça fait G fois ms sur R. Okay. Alors ça, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de faire passer évidemment le R en haut, parce que divisé par GMS redivisé par R, ça revient à 4 pi carré fois R carré fois R, le R passe en dessus, divisé par GMS. Et ça nous donne 4 pi carré fois R, ça fait R au cube, et je divise par G fois grand MS. Donc j'arrive à T carré égale 4 pi carré sur G ms fois R au cube. Bon, je peux l'écrire comme je veux, hein, évidemment. Donc ça pour T au carré. Nous, on nous demande T. Donc pour avoir T à partir de T carré, je prends la racine carrée de tout ça. Donc 4 pi carré R au cube sur G ms. D'accord? Donc voilà pour T. Alors on peut, hein, si on veut, sortir le racine de 4 pi carré, parce que ça j'ai le droit de dire que c'est la racine de 4 pi carré fois la racine de R au cube sur GMS. Hein. Ça on a le droit de le dire. Et donc racine de 4 pi carré, c'est 2 pi. Donc on aurait 2 pi fois la racine de R au cube sur GMS. Bon, voilà. Si jamais vous voulez, mais sinon on peut évidemment avoir ça. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tant d'avoir l'expression de la période de révolution, mais c'est de retrouver la troisième loi de Kepler. On nous demande d'exprimer T carré sur R au cube. Et bien là, on a tout là. C'est-à-dire que vous avez, voilà, T carré égale 4 pi carré sur GMS fois R au cube. Donc forcément, qu'est-ce que je peux écrire? T carré, je fais passer le R au cube de l'autre côté, donc je divise par R au cube. Ça me fait T carré sur R au cube égale 4 pi carré sur G fois grand MS. Et voilà. Et pourquoi je retrouve la troisième loi de Kepler? Pour un mouvement circulaire. Parce qu'on a la troisième loi de Kepler nous dit que T carré sur A au cube, mais qui devient R au cube si on a un cercle, est égal à une constante. Or, 4 pi carré, c'est une constante évidemment. Grand G, c'est la constante de gravitation. Et ms, c'est la masse du Soleil. C'est une constante aussi, la masse de l'astre central. Donc, on retrouve la troisième loi de Kepler ici. Et on peut trouver du coup, si on a la constante de, la constante de la troisième loi de Kepler, on a 4 pi carré sur G fois ms. Donc, comment peut-on alors peser le Soleil? Si on a la constante de gravitation, donc si vous avez ça, nous on veut la masse du Soleil. Donc comment on fait? Il suffit
hop, si on a t carré sur r au cube, alors on a vu tout à l'heure hein, que pour les planètes du système solaire, c'était 3 10 puissance moins 19 secondes carrées par mètre au cube. Bah, pour avoir ms, hein, c'est facile, on fait t carré sur r au cube fois ms, donc je fais passer de l'autre côté, égale 4 pi carré sur g. Donc si je veux ms, bah, ça me fait 4 pi carré sur g, et je divise par t carré sur r au cube. D'accord? Donc alors là, la manière de l'écrire, hein, multiplié par 1 sur t carré sur r au cube, qui est égal à la constante de Kepler hein, qu'on avait calculée. G, c'est la constante de gravitation qu'on vous donnera toujours. 4 pi carré, bon bah ça vous l'avez évidemment. Donc si on vous donne la constante de Kepler, vous pouvez trouver la masse du Soleil. Donc c'est assez facile du coup après de retrouver la masse du Soleil. Alors on peut également, hein, si on connaît la vitesse, on peut calculer la vitesse de la planète. Donc on est où? Hop, voilà. On peut calculer la vitesse de la planète si on a la... Pardon, c'est là. Si on a la masse du Soleil. Mais là, le but, c'était de trouver la masse du Soleil. Donc on peut, si on connaît la constante de la troisième loi de Kepler, on peut retrouver tout ça. Voilà, voilà. Alors, deuxième application, alors c'est l'activité 2, hein, pas l'activité 3, il y a une petite coquille. C'est qu'on va s'intéresser maintenant, au lieu du mouvement d'une planète autour du Soleil, on va s'intéresser au mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre. Donc, je vous ai mis un petit document sur le mouvement des satellites, justement, qui peut être intéressant pour les différents types de satellites. Enfin, là, il y en a que deux présentés. Donc, déjà, le satellite, il se déplace sur une orbite, hein, dans le référentiel géocentrique, puisque là, c'est autour de la Terre. Okay. De quoi dépend le mouvement des satellites? En général, de deux choses, de ce qu'on appelle l'inclinaison. Donc l'inclinaison, c'est l'angle entre le plan de l'orbite et celui de l'équateur terrestre. Hein. Donc vous avez ici le plan équatorial, donc qui contient l'équateur terrestre. Et bah, l'orbite du satellite peut être inclinée par rapport à cet équateur. Et l'angle, bah, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison. Okay. Ensuite, ça dépend de sa période de révolution, c'est-à-dire la durée d'un tour complet sur son orbite. Voilà. Alors, suivant la mission des satellites, vous avez différents types d'orbites. Donc, il y a l'orbite bien connue qui est l'orbite géostationnaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Bah, c'est quoi l'orbite géostationnaire? C'est que le satellite est toujours à la même hauteur, c'est-à-dire à la même, alors déjà à la même altitude, mais surtout en haut du même point. Il reste au-dessus du même point terrestre, du même point de la Terre, au cours de son orbite. Donc en fait, il tourne comme la Terre. Il tourne à la même vitesse que la Terre. Donc si on envoie un satellite géostationnaire, bah, il y a une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas les mettre n'importe où, ces satellites, et que forcément, ils ont une orbite qui est équatoriale, c'est obligatoire, et donc ils ne vont pouvoir se situer qu'au-dessus d'un point de l'équateur. D'accord? Ensuite, ils tournent comme la Terre, donc leur période de révolution va être de l'ordre de 24 heures, hein, 23 heures 56 minutes exactement. Ok, donc ça c'est l'orbite géostationnaire. Vous allez voir, l'exercice concerne c'est sur un satellite justement géostationnaire. Une autre orbite possible, hein, c'est l'orbite polaire. Donc c'est en général à une altitude qui n'est pas très très élevée, et c'est un satellite qui fait lors de sa trajectoire, il passe au-dessus des pôles à chaque révolution. Okay, alors lui, c'est pas du tout un satellite géostationnaire. Il va évidemment ne pas du tout se situer à la hauteur du même point lors de sa trajectoire. Alors, on y va avec ce que je vous propose comme exercice. Depuis la base de Kourou, en Guyane, alors c'est sur l'équateur justement, donc proche de l'équateur, à 6 degrés de latitude, bon, on tire la fusée Ariane, et ce qui permet de placer en orbite un satellite de type télécom, donc de télécommunication de masse petit m. On nous dit que ce satellite est en orbite circulaire dans le plan équatorial, donc comme ici, okay, à une altitude de 36 000 km environ, et que sa période de révolution est environ de 24 heures, donc 86 000 secondes. Donc c'est bien un satellite de type géostationnaire. Alors oui, leur altitude aussi, on n'a pas le choix, c'est forcément 36 000 km pour un satellite géostationnaire. C'est imposé en fait par la période de révolution qu'il doit avoir. Alors, on nous demande de montrer que le mouvement du satellite est circulaire
uniforme. Donc si on nous demande de montrer que le mouvement est uniforme, on nous demande de montrer que la vitesse du satellite, qu'on va appeler V, est une constante. D'accord? Alors comment on va faire ça? Alors on nous a fait un petit schéma ici. Le satellite S, le centre O, c'est le centre O de la Terre, évidemment. Vous reconnaissez le repère de Fresnel. T, alors c'est la même chose que ce que nous on a appelé UT, donc le vecteur tangent. Et N, c'est la même chose que le vecteur normal UN. D'accord? Mais il l'appelle N ici. Alors ce qui n'est pas représenté, mais je vais le représenter ici. Donc vous avez la Terre. D'accord? Et le rayon de la Terre, évidemment, ici, on va l'appeler, alors, il fallait lire les questions suivantes, mais il faut toujours lire les questions suivantes. Le rayon de la Terre, c'est petit r. Donc, on va l'appeler petit r. Et petit h, qu'est-ce que c'est? H, ce sera l'altitude du satellite, donc par rapport au sol terrestre. Donc, petit h, c'est ça. OK? Alors, on nous demande de montrer que le mouvement est circulaire, ça c'est bon, mais uniforme. Alors comment on va faire? C'est comme tout à l'heure pour le mouvement d'une planète autour du Soleil. On va appliquer la deuxième loi de Newton, montrer, trouver l'expression de l'accélération et en déduire l'expression de la vitesse, montrer qu'elle est constante. Alors pour ça, on fait toujours la même chose. Donc système, le satellite de masse petit m. Donc, on respecte les notations de l'énoncé, d'accord? Le référentiel, attention ici, c'est autour de la Terre, ça va être le référentiel géocentrique, qui sera considéré comme galiléen. Et les forces, alors on va considérer évidemment uniquement la force exercée par la Terre sur le satellite, donc la force d'interaction gravitationnelle. Alors, à quoi est-elle égale? Alors ici, on va se servir de notre schéma, on ne va pas introduire d'autres vecteurs. Alors on connaît déjà sa valeur, c'est grand G, la constante de gravitation universelle, la masse du satellite, petit m, fois la masse de la Terre, divisé par la distance entre les deux au carré. Alors c'est quoi la distance entre le centre de la Terre et le satellite? C'est le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Donc c'est R plus h. Attention, cette distance est à élever au carré. Donc ça, c'est la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Suivant quel vecteur on a cette force d'interaction gravitationnelle? Si on la représente, je vais la représenter en vert comme tout à l'heure. Donc le satellite est attiré par la Terre suivant cette direction-là et dans ce sens-là. Donc ça, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. On voit que cette force a la même direction et le même sens que le vecteur unitaire petit n. Donc, on peut dire que l'expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur le satellite, ce sera sa valeur, g petit m fois grand mt sur la distance entre les deux au carré, fois le vecteur unitaire petit n. Et ici, il n'y a pas de signe moins puisque petit n et la force d'interaction gravitationnelle ont la même direction et le même sens. Ok? Donc, on a ça. À partir de là, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, que nous dit la deuxième loi de Newton? D'après la deuxième loi de Newton, donc que je réapplique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur mon système égale la masse du système, donc la masse du satellite, fois l'accélération que je vais appeler A tout court, du satellite. Ici, la force qui s'exerce, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Ça va être égal à m fois l'accélération du satellite. Cette force, on l'a exprimée, c'est grand G la force d'interaction gravitationnelle fois la masse du satellite fois la masse de la Terre sur la distance entre les deux, R plus H au carré. Et c'est égal à la masse du satellite, attention à garder la même notation, voilà, fois l'accélération. On peut évidemment simplifier par la masse du satellite. Donc on divise par la masse du satellite. On arrive à grand G fois mt sur la distance entre le satellite et la Terre au carré égale à l'accélération. Donc on a l'expression de l'accélération du satellite. On a un mouvement circulaire. Or, on sait que quand le mouvement est circulaire, qu'est-ce qu'on a? Quand le mouvement est circulaire, on sait que l'accélération, c'est une accélération, on l'a revu tout à l'heure, tangentielle, plus une accélération normale.
L'accélération tangentielle, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse suivant le vecteur tangent. Attention, dans notre schéma, le vecteur tangent est noté petit t. Plus l'accélération normale, c'est la vitesse du système, donc ici v au carré, sur le rayon du cercle. Alors attention, fatale erreur. Ici, le rayon du cercle s'écrit, c'est la distance. Hop, je vous remontre. Le rayon du cercle, c'est tout ça. Donc c'est petit r plus h. Donc c'est v carré sur petit r plus h fois le vecteur unitaire qui s'appelle ici petit n. D'accord? Donc nous, on a ça, mais on a aussi cette expression de l'accélération. D'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise. Là vous n'avez pas pu me le dire, mais la valeur de la force d'interaction gravitationnelle, c'est une expression vectorielle. Il y a le petit n, sinon il y aurait eu un problème. Il y aurait eu un vecteur à droite et pas à gauche. Donc attention, vecteur unitaire petit n. Donc on a trouvé cette expression pour l'expression vectorielle de l'accélération et on a aussi celle-ci. Donc on va identifier évidemment les deux. Donc on sait que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse du satellite fois le vecteur t, plus la vitesse au carré fois le rayon du cercle, donc r plus h fois le vecteur n. Et ça doit être égal à ce qu'on a trouvé pour l'accélération, c'est-à-dire grand G mt sur r plus h au carré fois le vecteur n. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que pour que ça puisse être égal, donc on voit que cette partie-là va être égale à cette partie-là, puisque c'est la projection suivant le vecteur n. Et par contre, on voit que à droite, il n'y a évidemment rien en fonction du vecteur tangent, donc ça veut dire que ça doit être égal à vecteur nul. Donc ça va me permettre de trouver deux choses. D'abord que la dérivée par rapport au temps de la vitesse doit être égale à 0. D'accord? Donc ça sous-entend que la vitesse, on l'a vu tout à l'heure, est une constante, puisque quelles sont les fonctions qui, si je les dérive, me donnent 0? Ce sont les constantes, donc la vitesse est constante, donc on a bien un mouvement uniforme. Donc ça, c'était ce qu'on devait montrer. D'accord? Alors, je peux en déduire la deuxième chose directement aussi. La deuxième chose, c'est que cette expression-là égale celle-ci. Donc, ce qui est devant le vecteur unitaire petit n, les deux expressions sont égales. Donc, on arrive à v carré sur r plus h égale g fois mt sur r plus h au carré. D'accord? Donc là, je réponds à la question posée, le mouvement est uniforme, mais j'arrive à trouver ça qui va sûrement me servir pour après. Donc, on a répondu à la première question. Ensuite, retrouver l'expression de la valeur de la vitesse v, on vous la donne, donc il faut qu'on la retrouve. Bon, évidemment, c'est directement à partir de ce que j'ai écrit là. Donc, on y va. Donc, on a trouvé, grâce à notre identification pour l'accélération, que v carré sur r plus h égale g fois mt sur r plus h au carré. Donc il me faut que je trouve l'expression de la vitesse. Donc déjà, je vais trouver v au carré. Je multiplie par r plus h. Donc ça me fait g fois mt fois r plus h. Attention, les parenthèses. Et je divise par r plus h au carré. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je peux simplifier par r plus h une fois, et attention, là c'est au carré, donc il y a le carré qui s'en va. Donc j'arrive à v au carré égale grand G fois mt sur r plus h. Et donc j'arrive à v égale, je passe à la racine pour enlever le carré, ça fait racine carrée de g fois mt sur r plus h. Et voilà l'expression qu'il fallait trouver pour la vitesse. Bon, vous remarquez que c'est la même chose que tout à l'heure pour le mouvement des planètes autour du Soleil. On termine. En déduire l'expression de la période de révolution du satellite. Donc l'expression de la période de révolution, attention, on nous demande l'expression, pas la valeur. Donc là, tout est en littéral.
puisque la valeur, on la connaît, hein, c'est 24 heures. Donc, c'est pas ça qu'on nous demande. Donc ici, on va avoir quoi? On sait que la période de révolution du satellite, T, c'est... ou alors, attendez, on va le refaire. Voilà, hop. On sait que la vitesse du satellite, c'est la distance parcourue autour. Donc, on a ici le rayon de l'orbite qui vaut R plus H. Donc, ici, on a notre satellite. Ici, on a la planète. On sait que la vitesse, c'est la distance parcourue pour faire un tour. Donc, 2pi fois le rayon qui vaut R plus H, divisé par le temps, c'est-à-dire la période de révolution. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, du coup, on sait que la période de révolution, je la fais passer de l'autre côté. Donc, ça fait T fois V égale 2pi fois R plus H. Donc, ça fait que T égale, je fais passer le V de l'autre côté, je divise 2pi fois R plus H sur V. D'accord? Donc, V, je le connais. C'est ce qu'on avait au-dessus. Donc, c'est comme tout à l'heure. Ça nous fait T égale 2pi fois R plus H divisé par la racine de G fois la masse de la Terre sur R plus H. Okay. Alors, comme tout à l'heure, on ne laisse pas ça comme ça. On élève tout au carré. Ça fait T carré égale 2pi carré, donc c'est-à-dire 4pi carré. Donc, 2 au carré fois pi au carré, fois R plus H au carré, divisé par, on enlève la racine carrée puisqu'on élève au carré, GMT sur R plus H. Donc ça me donne quoi? Ça me donne que T carré égale 4pi carré fois R plus H au carré, fois encore R plus H, puisqu'on divisait par GMT encore divisé par R plus H, donc ça me donne ça, et je divise par GMT, donc ça nous fait T au carré égale 4pi carré fois R plus H au carré fois R plus H, ça fait R plus H au cube sur GMT. Donc ça c'est pour T au carré. Si maintenant je veux la période de révolution, je prends la racine de tout ça. Ça fait la racine de 4pi carré fois R plus H au cube sur G fois MT. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez laisser comme ça, mais la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines. Donc ça me fait la racine carrée de 4pi carré fois la racine carrée de R plus H au cube sur G fois MT. D'accord? Donc du coup, ça nous fait racine carrée de 4pi carré, ça fait 2pi, fois la racine de R plus H au cube sur G fois MT. Et voilà l'expression de la période de révolution qui, si on fait le calcul, si on prend R, qui est le rayon de la Terre, plus H qui est 36 000 km, que je prends la masse de la Terre si on nous la donnait, je pourrais retrouver la période de révolution qui vaut 24 heures. D'accord? Et donc en fait, là l'exercice n'était pas comme ça, mais pour montrer que pour avoir un satellite géostationnaire dont la période de révolution c'est 24 heures, il nous faut 36 000 km, ça vient de là en fait. La masse de la Terre est une constante, le rayon de la Terre c'est 6 400 km, et le H est imposé par le T. C'est-à-dire que pour 36 000 km, on aura bien 24 heures. Si j'avais pris une autre altitude, j'aurais pas eu 24 heures. Donc c'est de cette relation que vient le fait que pour avoir un satellite géostationnaire qui est la même période de révolution que la période de rotation de la Terre autour sur elle-même, il faut forcément 36 000 km. Ça vient de cette relation-là. Voilà, donc là c'est que du littéral, il n'y avait pas d'application numérique, mais il faut absolument savoir faire ça. À force, c'est tout le temps les mêmes choses, mais il faut avoir les réflexes et savoir manipuler les formules. En ce qui concerne le dernier exercice, donc vous avez un petit exercice que je vous laisse faire tout seul, donc vous aurez la correction écrite, mais là j'ai expliqué tout et cet exercice c'est évidemment exactement la même chose, les mêmes techniques, donc à vous d'essayer de faire tout seul. C'est application de la deuxième loi de Newton, savoir évidemment ce que c'est que la période de révolution, puisque sinon vous n'en sortez pas. Et retrouver en général la troisième loi de Kepler. Voilà. Bon courage à tous. N'oubliez pas, une dernière chose, vous avez
l'exercice résolu, page 268 de votre livre, et l'exercice 16, page 272, qu'on essayera de corriger ensemble. Donc, à vous de le chercher pour que, évidemment, la correction soit plus efficace. Un petit QCM à la fin, une fois que vous avez bien digéré tout ça, pour voir si vous maîtrisez. Voilà, bon courage à tous!